Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Pierre-Henri Grenier. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur exécutif de la Banque de la Transition Énergétique. C'est quoi la Banque de la Transition Énergétique? Alors c'est au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a eu cette volonté d'accélérer la transition de nos clients. On est une banque coopérative, une banque coopérative sur Auvergne-Rhône-Alpes, une clientèle beaucoup de PME. Et je commençais à voir qu'on avait parmi nos clients des enjeux de compétitivité pour beaucoup d'entreprises qui n'arrivaient plus à satisfaire aux demandes des grands donneurs d'ordre. C'est beaucoup de sous-traitants de rang 1, de rang 2, de fournisseurs. Et puis pour une question environnementale, il fallait accélérer la transition auprès de nos clients PME. Et je me dis qu'en tant que banque, on peut avoir une double réponse. On peut être des acteurs, des accélérateurs, avec d'une part au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique. Au niveau macro, c'est simple. Le rapport Pisani-Ferry a parlé de 66 milliards d'investissements nécessaires par an pour respecter les accords de Paris, avec un État un peu surendetté, avec 6 400 milliards d'épargne des Français. On se dit on flécherait que 1% de cette épargne, on résout l'équation. Et qui est-ce qui sait faire ça, qui sait faire le lien entre l'épargne et les crédits? C'est nous, les banques régionales. Donc cette idée de dire on va proposer à nos clients des livrets, des comptes à terme, avec cette promesse que toute l'épargne qu'ils vont collecter sur ces livrets va être exclusivement utilisée pour des investissements, des projets, des financements de transition. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'était sur l'aspect microéconomique. Nous, on a un actif gigantesque à la banque qui n'est pas dans notre bilan comptable, c'est la confiance de nos clients PME. Vous savez, un patron de PME, il fait un peu de tout. Quand on lui parle de transition énergétique, que son client lui dit qu'il faut qu'il respecte certaines... Il ne sait pas comment faire. C'est pas sa priorité. Ça peut le devenir, mais spontanément, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas forcément au départ, mais il s'aperçoit que pour répondre à des appels d'offres, il faut qu'il montre patte verte. C'est de plus en plus obligatoire. C'est obligatoire, il faut montrer patte verte. Alors c'est aussi des opportunités pour conquérir des nouveaux marchés, pour se différencier. Et ce chef d'entreprise de PME, il fait confiance à deux personnes, son expert comptable et son banquier. Et je me dis que si nous, en tant que banquiers, le point commun de toutes les PME, c'est qu'elles ont une banque. Si c'est le banquier qui va proposer, même pas des financements, bien en amont, des solutions opérationnelles, on va être écouté. C'est pour ça qu'on a créé tout un écosystème d'entreprises partenaires sur tous les sujets de la transition qu'on va pouvoir prescrire à nos clients. Et puis, si nos partenaires et nos clients font affaire, on sera là pour financer derrière les investissements nécessaires. Quelques chiffres pour bien comprendre le levier de la Banque de la Transition Énergétique. 508 millions d'euros collectés en 2025, 814 millions d'encours et qui sont répartis de cette façon. 41% pour des projets d'énergie renouvelable, 59% pour des projets de performance énergétique et environnementale. Si on reprend, par exemple, les projets d'énergie renouvelable, alors j'imagine, il doit y avoir du photovoltaïque, ça se dispatche comment? Alors, il y a beaucoup de photovoltaïque. Moi, l'objectif, c'était vraiment d'accompagner nos clients. Donc, on a beaucoup accompagné en autoconso. On a financé plus de 1050 centrales en l'espace de 4 ans. Et c'est des petites, entre 100 et 500 kilos. C'est des panneaux sur le toit. Des ombrières, c'est vraiment ça. Pour qu'elles permettent de produire leur propre énergie. On était aussi avec 2022-2023 dans une crise d'énergie. Donc, c'était pour elles une capacité aussi à s'affranchir des prix de l'élec. Donc, beaucoup de photovoltaïque en autoconso pour des clients. Et voilà, ça c'est une accélération énorme. Et puis, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une autre chance, c'est qu'on a du dénivelé et de l'eau. Donc, beaucoup de centrales hydro aussi. On a encore des centrales hydro à financer. Et puis un peu de méthanisation. On crée de nouvelles centrales hydrauliques. Il y a beaucoup de repowering à faire. Il y a des centrales qui étaient anciennes. Alors il y en a quelques-unes qu'on arrive à créer de nouveau. C'est long parce que les contraintes environnementales sont réelles. Il faut assurer la continuité écologique du cours d'eau, ce qui est absolument naturel, ce qui n'était pas forcément fait au départ. Et il y a beaucoup d'anciennes centrales justement où il y avait des conduites forcées un peu, qui dénaturaient un peu la continuité écologique, sur lesquelles il y a des investissements à faire. Et donc on finance aussi ces investissements pour leur redonner une capacité de produire. Sur les projets de performance énergétique, alors on est plutôt dans quel secteur là? Alors on va être performance énergétique, on va être à la fois sur du particulier, avec de la rénovation énergétique d'ampleur.
dans les différents partenaires, moi, j'avais un peu de mal à trouver des partenaires hyper fiables, parce que c'est vrai que quand on envoie un partenaire à un client, il faut qu'il soit fiable. On met en jeu l'image de la banque, voilà. Et donc, j'avais un peu de mal à trouver, et donc, cette fois-ci, de manière exceptionnelle, on a racheté une entreprise qui s'appelle Cosynergie, qui est notre filiale maintenant, pour justement apporter des solutions de rénovation d'ampleur, de qualité à nos clients particuliers. Et là, je suis en train de lancer aussi la même chose sur les copropriétés, parce qu'il y a un énorme enjeu sur les copropriétés de rénovation. Et puis, alors ça, c'est pour les particuliers. Sur le tertiaire, il y a beaucoup de rénovation énergétique aussi à faire. Hein. Il est certain que les grands bailleurs, les foncières, elles voient bien que si elles ne permettent pas d'offrir à leurs clients des mètres carrés décarbonés, ils ne seront pas pris. Donc, ils ont aussi un enjeu de décarboner. Donc, on a pas mal de partenaires qui permettent aussi surtout d'investir au bon moment dans l'immobilier. Hein. Ça veut dire d'essayer de calibrer les travaux pour respecter le décret tertiaire et puis aussi pour avoir une offre de mètres carrés qui soit utile. Ouais. Vous êtes présent aussi sur des projets de mobilité, par exemple ? Alors, on a de la mobilité décarbonée, c'est à peu près un quart de nos financements. Okay. Là, et alors, c'est quoi ? C'est accompagner des entreprises dans le verdissement de leur flotte, par exemple ? C'est tout simple. Hein. Là, c'est vraiment le financement des flottes d'entreprises vers de l'hybride et de plus en plus vers de l'électrique, avec les bornes qui vont bien. Enfin, ça se diffuse bien. Hein. Il y a une grosse demande sur les véhicules électriques en entreprise. Et puis, on a toute la partie industrielle qui est absolument... où là, il y a beaucoup... C'est du cas par cas, mais il y a de la récupération de chaleur fatale. C'est incroyable comme la crise de l'énergie a permis de se rendre compte qu'on avait de l'énergie qui partait à l'air libre et qu'on pouvait réutiliser, on pouvait faire de la récupération. Il y a de l'électrification de processus aussi, pas mal. Donc ça, c'est vraiment sur la partie industrielle. Là, on utilise un partenaire qui est Neldeo, qui est un partenaire qui est sur vraiment tout ce qui est industrie. Et puis, on a ensuite l'accompagnement de start-up dans l'innovation, des start-up qui, elles, vont être spécialisées pour l'apport de solutions de transition à nos clients. Et puis là, je suis en train d'ouvrir un énorme sujet, c'est la transition hydrique. Alors l'eau, on en parle dans un instant parce que c'est très important et on y consacrera de longues minutes dans cet entretien. Mais là, on vient de détailler un peu les secteurs. On va rentrer peut-être dans le détail des projets avec cette question posée par Cécile de Normandie, qui était à votre place ici la semaine dernière, déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement. Question très courte qui va susciter une réponse précise. Bonjour Pierre-Henri, moi j'aurais aimé savoir quel était le projet que vous avez financé et dont vous êtes le plus fier. C'est difficile de choisir. On a financé plus de 13 000 là. Donc, alors un financement récent peut-être. Celui que je préfère, vraiment mon coup de cœur, ça s'appelle Matéco Recyclage. C'est une boîte lyonnaise qui va revitaliser les terres de chantier. Qui va donc tous les gravats autour des chantiers, qui va les trier, concasser et revitaliser avec le compost de la métropole de Lyon et qui en refait de la terre fertile. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le côté régénératif. Et voilà. Donc, c'est des gros investissements parce que pour concasser toute la terre de chantier, il faut du gros matériel. Et donc, je suis très fier d'avoir financé ça. Comment vous choisissez les projets que vous financez ? Est-ce que, parce qu'il y a des choix qui sont des choix... alors, il y a des coups de cœur, il y a des modèles économiques, mais il y a aussi, est-ce que la solution environnementale qu'on nous propose est forcément la bonne? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes obligé d'aller chercher parfois des experts pour dire là on est dans la bonne direction ou au contraire peut-être qu'on n'en est pas sûr? Oui, bien sûr. Oui. On va vérifier. Moi, la promesse que j'ai faite à mes épargnants, c'est qu'on va décarboner. On est allé économiser 121 000 tonnes de carbone avec nos financements. Et l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que les solutions qui nous sont proposées sont des solutions qui sont efficaces. Alors, quand on n'a pas la compétence, on a tout un écosystème sur lequel qu'on va mobiliser. J'ai créé un comité consultatif au sein de la Banque de transition énergétique avec des experts de transition, des pôles de compétitivité, l'ADEME. Et donc, c'est aussi des experts qui peuvent me conforter ou pas quand il y a un doute sur la solution qui m'est proposée. Alors, vous vouliez parler de l'eau, effectivement, c'est un enjeu majeur. Déjà, sur le constat, les entreprises
que vous conseillez, qui viennent vous voir, qui se financent grâce à vous, est-ce qu'elles ont pris conscience de l'enjeu à la fois du stress hydrique, de la sécheresse, parfois des inondations? Est-ce que c'est devenu un enjeu majeur pour ces entreprises? C'est un enjeu majeur, mais elles n'en ont pas conscience. D'accord. C'est vraiment là où j'ai fait faire une étude de marché sur Auvergne-Rhône-Alpes pour identifier, entreprise par entreprise, leur fragilité hydrique. Ouais. À partir de 2035, on va manquer d'eau systématiquement, de manière récurrente, en été. La ressource estivale va être vraiment problématique. Et ce qui est... Donc on va voir ce qu'on a vu, pardon, je vous interromps, mais ce qu'on a vu à l'œuvre, c'est-à-dire des arrêtés préfectoraux de restriction d'eau. On en a vu même jusqu'en Normandie l'été dernier. On va les voir se multiplier. Ça va se multiplier. C'est très inégal d'ailleurs, parce que ça ne dépend pas de l'eau qui tombe du ciel, mais du sol qui reçoit les eaux. Sur les sols argileux, ça va être beaucoup plus compliqué. Et effectivement, le risque pour les entreprises, et c'est ça qui les motive, parce que le prix de l'eau est tellement peu cher que c'est pas l'économie d'EBITDA, l'économie de charge qui va les faire bouger. C'est vraiment ce risque que le préfet coupe le robinet, d'arrêté préfectoral, d'arrêté sécheresse, et de mise en chômage technique. Et donc, c'est vrai que les entreprises, elles consomment plus ou moins d'eau dans leur processus industriel. Donc, il y a des solutions de sobriété hydrique à faire dès maintenant, parce que c'est maintenant le stress hydrique généralisé, c'est 2035, donc c'est maintenant qu'il faut faire les investissements. Et puis des solutions de reuse aussi, donc des réutilisations de l'eau, de passer en économie circulaire sur l'eau, donc l'eau qu'on consomme, on la nettoie et on la réutilise dans le processus industriel. Donc c'est des gros investissements à faire aujourd'hui. Et nous, on a un travail aujourd'hui un peu d'évangélisation auprès de nos clients pour leur dire, attention, c'est maintenant qu'il faut agir sur l'eau. Ça veut dire que vous êtes à l'initiative? Oui, nous, même sur l'énergie, au début de la transition énergétique, alors il y a eu la crise énergétique qui a tout accéléré. Mais en 2020... D'ailleurs, vous dites que les entrepreneurs ne veulent plus revivre 2022, ce qu'on peut comprendre, vu la flambée des prix. Ça a été un choc qui n'était pas du tout anticipé. L'énergie n'était pas chère, elle était abondante, et le fait de certaines entreprises qui ont vu leurs factures multipliées par 8, elles avaient un enjeu de réduction de leur consommation et puis d'autoproduction, d'autoconso. Donc ça a été un accélérateur. Sur l'eau, il y a aussi cet enjeu de sobriété très fort. Les processus aujourd'hui ne sont pas adaptés au manque d'eau. Souvent, on utilise de l'eau de manière abondante, alors que quelques modifications de process, sans gros investissements, permettent de réduire énormément. Moi, j'avais l'exemple d'une entreprise qui faisait des dragées avec différents parfums, et à chaque fois qu'elle changeait le parfum, on nettoyait les cuves à grande eau. Et quelquefois, on les nettoyait les cuves 4 fois dans la journée. Il suffit de dire que tel jour de la semaine, on fait tel parfum, et on divise par 4 le volume d'eau. C'est tout bête, c'est vraiment tout bête, mais c'est beaucoup de petites choses comme ça. Et puis, ce qu'elles n'ont pas, les entreprises, c'est qu'elles souvent, elles connaissent pas la mesure de leur consommation. Et ça, on ne peut pas attaquer un processus de sobriété hydrique quand on ne sait pas combien de mètres cubes on utilise dans chaque process. Mais on en est tous là, même chaque citoyen français. Comme l'eau n'est pas chère, c'est pas une facture qu'on regarde. Et donc, il y a un enjeu aussi de connaître les volumes d'eau consommés à chaque étape du process de production. Et moi, j'ai trouvé une start-up sur Lyon qui a fait le Linky de l'eau. Donc c'est un compteur, en fait. C'est des capteurs. C'est encore plus. C'est même pas des capteurs. Enfin, c'est un capteur sur le compteur. Parce que le compteur, il y a une roue crantée qui tourne. Il suffit de voir quand elle tourne, mettre un capteur. Et puis, dans ces cas-là, on peut avoir en temps réel sa consommation d'eau. Et dès lors qu'on peut modéliser sa consommation d'eau dans la journée, sur les processus, là, on peut enfin passer à l'action pour réduire sa consommation. C'est vraiment... donc, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment sur cette capacité de sobriété hydrique. Avec des outils, de l'innovation qui permet, par exemple, je pense aux fuites, parce que c'est vrai que le réseau, il est vieillissant, et donc on sait très bien qu'il y a une déperdition qui est hyper importante. Il y a des outils technologiques qui permettent d'avancer, là là, avec le petit capteur en temps réel, dès qu'il y a une fuite, on voit que tout d'un coup, la consommation, elle explose, et donc on sait qu'il y a une fuite. Alors, sur les fuites, les écologues nous diront que c'est très bon, ça
ça remplit Oui, les nappes ça remplit les nappes phréatiques. phréatiques. Ok, Mais c'est de l'eau traitée, donc Oui. économiquement, c'est une aberration quand même. Oui, effectivement. Je reviens sur la question énergétique parce que il y a eu 2022 et donc il y a eu un certain nombre d'entreprises, beaucoup d'entreprises qui voilà, ont changé leurs pratiques. Est-ce que ça veut dire qu'on est aujourd'hui plus résilient, plus fort pour résister au choc qui est en cours, qui n'est pas exactement le même, hein, C'est mais, pas le même. Hein. mais qui est C'est quand pas le même... même. Le prix de l'élec n'a pas Ouais. pas Pas vraiment- beaucoup bougé, pas ouais. beaucoup bougé. Aujourd'hui, on n'a pas fait tourner les turbines à gaz, Mm. en particulier parce que les centrales on produisent et puis qu'on a aussi de l'énergie renouvelable qui produit. Ouais. Alors qu'en 2022, on avait des Donc, centrales nucléaires qui étaient en pleine, oui, en pleine voilà. rénovation. Quoi. Donc c'était vraiment ça le sujet, le prix de l'électricité qui avait bondi. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça repose la question, malgré tout, de la sortie du fossile. Oui. Vraiment, les projets du gouvernement d'électrification, de sortie du fossile, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et là, je pense qu'il y aura la transition énergétique, c'était un peu... Enfin, les enjeux énergétiques, pour les entreprises, c'était passé un peu au deuxième rang avec la baisse du prix. Là, on retrouve qu'il y a un enjeu qui revient vraiment tout en haut de la pile, c'est de sortir du fossile. Vraiment, ça, c'est majeur. Et ça veut dire, vous parliez des projets d'électrification des flottes automobiles. Bah, j'imagine que là, ceux qui hésitaient n'hésitent plus. Là, Quoi. ça va revenir beaucoup. Il y aura des pompes à chaleur aussi qui vont se développer, en faisant attention qu'elles ne cannibalisent pas l'isolation quand même, parce que... normalement, dans une rénovation énergétique, on commence par isoler, on fait la ventilation et puis après on calibre correctement la pompe à chaleur ou l'outil. Ce serait bête de mettre des pompes à chaleur dans les passoires énergétiques. Mais oui, les pompes à chaleur, il faut que ça se développe aussi. On a cette chance d'avoir de l'électricité en France, d'électricité décarbonée. Et c'est une opportunité extraordinaire de sortir du fossile. Je voudrais qu'on revienne sur le modèle de cette Banque de la transition énergétique qui donc s'appuie sur l'épargne des Français. Déjà, est-ce que c'est une demande des épargnants ou est-ce qu'il faut les convaincre de verdir les projets qu'ils accompagnent? Quand j'ai lancé la BTE, c'était en 2020, post-Covid. Vraiment, c'était... Et là, il y avait vraiment une dynamique post-Covid de donner du sens à son épargne. Vraiment très clair. J'avais fait une étude de marché avant de lancer la BTE. 80% de nos clients sociétaires, ils voulaient donner du sens à leur épargne. Mais 75% de ces 80 nous soupçonnaient de greenwashing. Donc il y a aussi cette image des banques qui n'est pas forcément bonne, en disant ouais, ils disent beaucoup de choses et puis ils ne font pas, etc. Donc tout l'enjeu qu'on avait eu à la BTE et qu'on continue, c'est d'avoir une rigueur exceptionnelle sur la traçabilité des crédits qu'on met en face de l'épargne, de cette mesure de l'impact. Je parlais tout à l'heure des 121 000 tonnes de CO2 évitées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits bancaires monétaires, de livrets ou de comptes à terme, qui sont capables de mesurer l'impact des financements. Donc vous avez mis en place des outils pour pouvoir prouver que les investissements que vous proposez aux épargnants, ils sont efficaces. Il y a un élément de preuve absolument indispensable à avoir. Ce risque de greenwashing, il est réel et il faut l'évacuer avec des éléments de preuve, des chiffres. Là, je le fais chiffrer par un cabinet extérieur. Voilà, y a pas de, Donc, demande forte dans la foulée de la crise Covid 2020. Est-ce qu'elle est moins forte aujourd'hui? Elle est moins forte, oui. Moi, je sens qu'il y a... Alors, elle est moins forte côté particulier. Côté particulier, c'est vrai que la question de la rémunération des produits d'épargne est passée vraiment devant. Et en revanche, côté entreprise, c'est le contraire. On a beaucoup d'entreprises qui veulent que leur trésorerie disponible, quand ils la placent, ait un impact. Donc on voit progressivement dans notre collecte d'épargne un changement de mix avec... au début, on était à 80% de particuliers, 20% d'entreprises. Maintenant, on est quasiment à 50-50. Les entreprises ont envie aussi, alors pour des raisons aussi d'engagement ou de rapport extra-financier, je ne sais pas, mais de pouvoir montrer que leur trésorerie a de l'impact. Ouais. Est-ce qu'il faut une aide gouvernementale, c'est-à-dire une réglementation qui pousse l'épargne des Français vers ces projets? Alors, l'enjeu, il est pour la transition énergétique, il est pour
tout autre chose, par exemple le financement d'un effort militaire Oui. auquel on ne va pas pouvoir y passer. Donc, est-ce que vous avez besoin d'un aiguillon réglementaire ou Non. pas forcément? Alors, Vous n'en avez pas eu besoin jusqu'à présent. Réglementaire, je pense pas, mais qu'il y ait une demande de la part des épargnants de savoir à quoi sert leur épargne, ça c'est vraiment un mouvement de fond. Et qu'on leur laisse le choix de dire mon épargne, elle va servir à la transition, servir à la défense, servir à l'éducation, ou je sais pas. Ça, je pense que c'est important. Et ça, ça nécessite aussi de vérifier qu'il n'y a pas de fausses promesses. Donc, comment on fait pour tracer? Mais je pense que oui. Je pense que le mouvement pour donner du sens à l'épargne, c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Et effectivement, alors vous l'avez évoqué très rapidement, on a parlé de l'eau qui était un thème très important, mais moi je voudrais bien qu'on parle aussi des copropriétés, parce que vous en avez parlé très vite, et je pense qu'il y a là un levier de décarbonation qui est quand même majeur. Oui, qui est majeur et qui est mal adressé. Alors, les copropriétés, les HLM, déjà, il y a eu des gros efforts de fait. Là, je parle de la copropriété privée, ce qui n'est pas toujours très simple. La copropriété privée, il faut mettre d'accord l'Assemblée générale, il y a un alignement d'intérêts qui n'est pas toujours évident. Ce qu'on voit, c'est qu'avec l'interdiction de location des passoires énergétiques, les bailleurs, qui au début, ils me disaient, vous savez, c'est pas nous qui payons le prix de l'électricité, donc on n'est pas très motivés. Dès lors qu'ils voient qu'il y a un risque de ne plus pouvoir louer des passoires énergétiques, là, les bailleurs sont vraiment très favorables à faire des travaux. Pour les propriétaires occupants, il faut les convaincre. Et il y a objectivement, on a vu avec le rapport des notaires cette année, il y a une valeur patrimoniale qui augmente en fonction du DPE Ça, c'est l'argument principal à donner aux propriétaires. Et sur une copropriété, c'est très compliqué d'améliorer le DPE d'un appartement si on ne fait pas les travaux au niveau de la structure de la copropriété. Donc oui, donc il y a un enjeu. Là, aujourd'hui, je trouve que le marché de la rénovation des copropriétés s'est enfin réveillé et il y a une grosse demande. Après, le financement est compliqué. Parce que est-ce qu'on finance chaque copropriétaire? Est-ce qu'on finance collectivement le syndicat des copropriétés? Le syndicat des copropriétés a une personnalité morale qui est pas évidente à appréhender. Donc là, vous faites comment? C'est au cas par cas ou alors là, on a développé une offre de prêt collectif, donc on prête au syndicat des copropriétaires. Et eux-mêmes, chaque copropriétaire ayant le choix ou pas d'adhérer au prêt collectif. Est-ce qu'il y a une forme de, alors je ne sais pas quel terme employer, mais d'évangélisation? Enfin, vous disiez tout à l'heure, il faut parfois qu'on soit nous à l'initiative, par exemple sur l'eau, le risque hydrique, pour aller convaincre les chefs d'entreprise. Est-ce que de la même façon, vous êtes obligé de prendre votre bâton de pèlerin là, pour convaincre les copropriétés? Alors, j'avais fait une étude j'avais créé avec Grenoble École Management une chaire où j'avais fait travailler sur la sociologie des copros pour voir justement les freins et les leviers. Alors, ça rend très humble. Ça entraîne parce que l'un des freins majeurs qu'on a identifié, c'était la crainte du désagrément lié aux travaux et du risque de cambriolage lié aux échafaudages qu'on met. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est très concret. Bien sûr. Et là, il y a des solutions pour rassurer. Et en revanche, le levier principal qu'on voit émerger, et ça, je pense qu'il va encore s'accentuer dans les années à venir, c'est le confort d'été. On voit, étonnamment, la réduction de la facture n'était pas en premier. Mais le confort d'été arrive vraiment tout en haut. On aura dans les villes, on aura un vrai sujet de confort d'été. Et si on n'isole pas, c'est pas que de la clim qu'on va s'en sortir. Est-ce que cette transition, elle est dépendante de subventions publiques? Et d'une manière générale, est-ce que l'efficacité d'une transition est pas inversement proportionnelle à sa dépendance aux subventions? Vous voyez ce que je veux dire? Dans la rénovation, les subventions comptent beaucoup. Elles comptent beaucoup. Ce qui pose un vrai sujet avec les variations, les changements réglementaires incessants qu'on a sur ma prime rénov, avec du stop and go permanent. Oui, je pense qu'il faut une stabilité des aides. Ça, c'est absolument indispensable. Et puis faire comprendre aussi que la rénovation énergétique, au-delà de l'aspect financier, c'est du confort en plus. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le confort, confort d'été, confort d'hiver, et puis sur la valorisation patrimoniale que ça va engendrer. Voilà. Et donc, c'est pas uniquement un effet d'aubaine pour aller chercher des subventions. Et vous êtes une vigie en quelque sorte. Vous avez parlé de l'eau. Il y a d'autres sujets comme ça que vous voyez émerger, que vous allez. Il y a des sujets que j'arrive pas à adresser. La partie environnementale, biodiversité. Je sais pas comment l'appréhender, par exemple. Comment trouver un modèle économique pour l'appréhender, ça j'ai beaucoup de mal.
On travaille beaucoup avec le monde agri. Il y aura des enjeux sur le monde agri qui sont énormes. J'arrive pas aujourd'hui, par exemple, à identifier le modèle économique qui est associé à ça. Eh ben, il n'y a plus qu'à, hein. On va essayer collectivement de trouver la réponse. Merci beaucoup Pierre-Henri Grenier et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups, aux innovations. C'est parti.